Vous n'allez pas me croire, mais certaines montres sont radioactives. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Aujourd'hui, on va parler de montres, de radioactivité, en passant par le film Oppenheimer. Je vais d'abord vous expliquer d'où m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Ensuite, nous allons aborder l'évolution des matières luminescentes au sein de l'horlogerie, du radium toxique et dangereux au superluminova présent dans quasiment toutes les montres de nos jours, et enfin de quelques marques qui possèdent leurs matières luminescentes exclusives. On commence sans plus tarder par une petite anecdote sur le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer. En effet, l'idée de cette vidéo m'est venue suite à un TikTok que j'ai fait sur la montre que porte Cillian Murphy dans le film Oppenheimer. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce film parle d'une bombe nucléaire, mais le comble dans tout ça, c'est que l'acteur principal, Cillian Murphy, a une montre radioactive à son poignet. En effet, on peut apercevoir à son poignet une Hamilton Cushion B. Cette montre date des années 30, et dans les années 30, on utilisait le radium pour peindre les aiguilles et les index pour les rendre luminescents. Donc j'ai fait ce TikTok et j'ai reçu certains commentaires qui m'ont fait comprendre que pour certains, la matière luminescente présente sur nos montres est encore un grand mystère. Pour tout comprendre, on va donc retracer le parcours des matières luminescentes sur nos montres. La découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, et plus précisément la constatation que les sels mécaniques, c'est-à-dire l'uranium purifié, manifestait une radioactivité nettement moins importante que le minerai d'uranium. Cette découverte a joué un rôle crucial dans l'évolution des montres luminescentes. Déjà à l'époque, il a été reconnu que le radium, donc mis au jour en 1898, possédait des propriétés autoluminescentes intrigantes. Guido Panerai, un inventeur italien dans le domaine de l'optique et de l'horlogerie, s'est démarqué en déposant le premier brevet en 1914 pour une substance luminescente baptisée radiomire. En associant l'énergie de la désintégration radioactive du bromure de radium avec du sulfure de zinc, il a réussi à créer une substance fluorescente qui rayonnait durablement. Compte tenu de la demi-vie du radium, qui est de 1622 ans, ce procédé permettait une luminosité à long terme qui ne demandait pas de rechargement. La période de la Première Guerre mondiale, où la montre bracelet gagnait en popularité, a également engendré une forte demande pour les montres luminescentes autonomes. L'avènement des montres phosphorescentes s'est révélé être un immense succès pour l'entreprise Panerai, et a même donné son nom à une gamme de montres basée sur cette substance fluorescente. Même aujourd'hui, il reste possible d'obtenir une radiomire de chez Panerai, sans le radium évidemment. Mais vous allez me dire, quels sont les dangers du radium? Pour leurs propriétaires, les montres au radium n'étaient pas vraiment risquées, car le rayonnement émis par le radium ne parcourait que quelques centimètres dans l'air et était facilement stoppé par le boîtier. Cependant, cette situation était différente pour les ouvriers qui travaillaient dans les ateliers et qui manipulaient donc les montres à longueur de journée. Les tristement célèbres Radium Girls en sont un exemple parfait. Les Radium Girls sont donc des femmes ouvrières qui travaillaient dans les ateliers horlogers, et leur travail était de peindre les cadrans. En général, elles étaient très jeunes, de 14 à 27 ans. Elles étaient donc en contact direct avec du radium toute la journée, mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que les cadres leur demandaient d'utiliser leurs lèvres pour rendre plus fine la mine du pinceau et ainsi être plus précis lors de la peinture des index et des aiguilles sur le cadran. Elles avalaient donc une très grande quantité de radium à longueur de journée. Malheureusement, cela a conduit au développement de cancers de la mâchoire et de la gorge, et pour un grand nombre d'entre elles, même de la mort. Une légende persiste encore jusqu'à nos jours qui dit que les os des Radium Girls brillaient dans leur tombe. Jusqu'aux années 1930, des produits cosmétiques, des médicaments et même des aliments contenant du radium étaient librement commercialisés. Pour vous dire, certains médecins vous conseillaient même de consommer du radium. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas des cadres qui employaient les Radium Girls. Ils leur disaient que cette matière était inoffensive et qu'elle pouvait être même bonne pour la santé. Alors certaines de ces Radium Girls n'hésitaient pas à se peindre les ongles avec cette peinture au radium, les dents ou même le visage. Alors quand elles sortaient des usines, on voyait des adolescentes et des jeunes femmes toutes luisantes dans la rue. Et cela leur valait même le surnom de revenantes, car elles ressemblaient un petit peu à des fantômes errants dans la rue. C'était quand même une sacrée époque où on vantait entre autres les bienfaits de la cigarette sur la santé. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner, c'est toujours un grand soutien pour moi. Et dites-moi aussi si vous connaissiez cette histoire des Radium Girls, car ce scandale entre guillemets a été un petit peu
étouffé par les géants de l'industrie. Et de nos jours, peu de monde malheureusement connaît cette histoire. À partir des années 1960, une nouvelle matière luminescente fait son apparition, le tritium, un isotope de l'hydrogène. Bien que le tritium possède également des émetteurs bêta radioactifs, ceux-ci sont nettement moins significatifs que ceux du radium. Entre les années 1960 1990, le tritium a graduellement remplacé les matières luminescentes à base de radium. Toutefois, même avec l'utilisation du tritium dans les montres, la question du rayonnement radioactif persistait. Par conséquent, il subsistait un risque pour les personnes travaillant dans la confection de ces montres. C'est ici qu'intervient le développement du GTLS Tritium H3. Il s'agit de minuscules tubes en verre contenant du tritium gazeux, conçus de manière à réduire encore davantage la transmission de rayonnement. Ces tubes en verre microscopiques enduits de phosphore deviennent luminescents grâce à une réaction chimique. Selon la composition de la couche de phosphore, différentes couleurs peuvent être obtenues. Grâce au fait que le tritium gazeux et les produits de sa désintégration soient considérés comme peu toxiques et peu radioactifs, la technologie GTLS, mieux connue sous le nom de Trigalite ou Betalite, est considérée comme purement inoffensive. De nos jours, les montres équipées de tritium H3 sont facilement reconnaissables si on lit sur le cadran soit H3, soit T, soit T25, c'est que cette montre a été conçue avec du tritium. On a par exemple ici cette annotation présente à 6 heures sur le cadran de cette Rolex Submariner. Ainsi, vous pouvez estimer en un coup d'œil les années de production de la montre si le cadran est resté d'origine, évidemment. J'ai dit si le cadran est resté d'origine car de nos jours, c'est assez fréquent que des Rolex, après être passés en SAV, aient perdu la quasi-totalité de leur valeur, car le cadran ou encore les aiguilles au tritium ont été changés. Et malheureusement, on peut faire face à ce genre de pratique, que l'on soit au courant ou non. En effet, Rolex, en général, ils ne vont pas venir vous poser la question si vous voulez qu'on remplace vos aiguilles, ils vont le faire sans vous demander la permission. Et ainsi, votre montre va perdre énormément de valeur. Ces cadrans sont très rares et très recherchés par les collectionneurs, car on n'en produit plus et on n'en produira plus. Le tritium a une demi-vie de 12 ans, ce qui est très faible. On a donc une patine très spéciale qui vient apparaître sur les aiguilles et sur les index, qui donne une très belle couleur à ceux-ci, et ça c'est juste un bonheur pour les collectionneurs. Si vous comptez acheter une Rolex vintage, faites bien attention à ce que tout soit d'origine, y compris les aiguilles et le cadran. Des aiguilles ayant été changées n'auront pas la même couleur que vos index, car déjà ils n'auront pas le même âge, et en plus, la matière n'est plus la même, car en effet, le tritium n'est plus utilisé de nos jours. Il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est qu'aucun index n'a été rénové, car ça peut arriver qu'un index ait été abîmé et pris l'humidité et donc soit un petit peu désintégré. Dans ce cas-là, certains horlogers vont enlever la couche de tritium, ils vont donc se retrouver avec seulement la base de l'index, et venir réappliquer une pâte luminescente par-dessus. Or, cette pâte n'aura pas les mêmes propriétés que la pâte d'origine au tritium. Elle n'aura donc pas la même couleur et le même vieillissement. Et toutes ces petites modifications peuvent vous faire perdre quasiment l'entièreté de la valeur de votre montre. Donc si vous souhaitez acquérir une Rolex vintage, il est très important de la faire examiner par un expert pour qu'il puisse vous dire si tout est d'origine et donc si vous payez le bon prix. Je ferme cette petite parenthèse sur les Rolex vintage et on continue avec les matières luminescentes. Un véritable tournant majeur a pris forme avec l'apparition des substances luminescentes Luminova et Superluminova, fruit d'une collaboration entre les entreprises Nemeto et compagnie et RC Treated Ltd, qui a réuni la créativité japonaise et suisse. Ces substances novatrices opèrent en portant les électrons des pigments concernés vers un niveau d'énergie supérieur lorsqu'elles sont en contact avec une lumière artificielle ou une lumière naturelle. Un point clé à retenir, c'est que plus l'excitation est intense, plus la luminosité dégagée par cette substance va être accentuée. Une distinction majeure par rapport au tritium dont la demi-vie est de 12 ans réside dans la durabilité quasiment infinie du Luminova ou du Superluminova. Dans cet esprit d'innovation, la manufacture italienne Panerai a assumé un rôle de pionnier
dès le début des années 1950 en introduisant la Luminor Marina, une nouvelle collection de montres bracelets utilisant son propre matériau luminescent baptisé le Luminor. Jusqu'à ce jour, ce matériau luminescent persiste dans l'horlogerie, rendant la collection de Luminor de Panerai particulièrement captivante pour le marché civil à partir de 1993. Lorsqu'il s'agit du processus de charge et de décharge du Luminova et du Super Luminova, il est important de noter que leur luminosité diminue au fil du temps et a besoin d'être rechargée par une source lumineuse. Pour le Luminova, il faut attendre entre 3 et 5 heures avant que sa luminosité disparaisse, tandis que pour le Super Luminova, c'est plutôt aux alentours des 15 heures. Cette transition de substances luminescentes s'est imposée pour différentes raisons, notamment les réglementations rigoureuses dans ce qui est gestion des déchets et manipulation de matériaux radioactifs, et évidemment aussi au coût que représente la sécurité nécessaire pour la manipulation et l'utilisation de ces matériaux. Les montres avec du tritium ont donc été abandonnées petit à petit à partir des années 1990. Depuis cette évolution, l'accent s'est déplacé vers l'utilisation de Super Luminova, un phosphorescent pur dépourvu de tout additif radioactif et reposant sur une base d'aluminate alcalino-terreux. Le Super Luminova se distingue par une luminescence environ 100 fois supérieure à celle d'autres pigments phosphorescents. Son mode de fonctionnement peut être comparé à celui d'une batterie. Une fois rechargée par la lumière ambiante ou de la lumière artificielle, la matière luminescente est capable de restituer cette lumière pendant plusieurs heures dans l'obscurité. Cependant, comme pour toutes les sources lumineuses, la luminosité du Super Luminova diminue au cours du temps après la charge. Initialement, c'était le Super Luminova C1 qui était privilégié, mais il a progressivement été remplacé par le Super Luminova C3. Ce dernier se distingue par une légère teinte jaunâtre en plein jour, évoluant vers une lueur verte intense dans la nuit. Et c'est probablement ce que vous possédez sur votre montre si vous l'avez acheté récemment. On a donc vu l'évolution des matières luminescentes dans l'horlogerie. Mais contrairement au Luminova qui était aussi utilisé dans des panneaux de signalisation par exemple, le Super Luminova est lui entièrement dédié à l'horlogerie. Et ça a un tel succès que le Super Luminova a un quasi monopole, sauf chez quelques marques, avec par exemple Seiko qui a développé son propre Luminova, le Lumibrit, ou encore Rolex avec le fameux Chromalight. Et voilà pour ce qui fait briller nos montres. On est passé de matières dangereuses, radioactives, mais qui fait briller nos montres de manière continue à des matières sans danger mais qui fait briller nos montres que seulement quelques heures. Personnellement, j'ai un petit faible pour les montres Rolex où on utilisait encore le tritium. Je trouve que la patine est devenue juste incroyable avec le temps et ça en fait encore plus des pièces uniques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est la matière phosphorescente que vous préférez pour vos montres. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire et un abonnement, ça fait plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.